Apéro spécial Utah Jazz. Le respect, R-E-S-P-E-C-T. Voilà comment ça s'écrit. Où est-il le respect? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On s'installe en vous faisant la bise. Quoi? Comment ça? Encore un apéro sur le jazz? Oui. Petit apéro ça tranquille. encore? Oui, on en a fait un déjà cette saison. On a fait un dans lequel nous avons loué le début de saison extraordinaire du jazz. C'est la meilleure équipe de la Ligue pour l'instant, donc sur cette saison régulière, sur cette première moitié. Donc à un moment donné, c'est normal qu'on en parle. Tout à fait. On a parlé en long et en large. On a mis en avant le magnifique travail de Quinn Snyder, de Jordan Clarkson, de Mike Conley, de Rudy Gobert, de Donovan Mitchell. Dans le jeu, dans les résultats, ils sont premiers de la NBA avec donc 27 victoires pour 9 défaites au moment où on en parle, avant le début de la deuxième partie de saison NBA. On a été bon, on a été complet. Il n'y a pas eu de trash talk curse. Utah a continué sa route après Faut partie de ces équipes solides qui, même quand un apéro arrive, boum, ça continue quand même sur sa lancée. Ils esquivent. Ouais, ils esquivent bien. Faut dire que là, voilà, ils sont premiers de la Ligue, premiers de l'Ouest évidemment, et premiers de la Ligue en termes de bilan. Et honnêtement, ils sont aussi l'équipe qui joue le mieux au basket. C'est-à-dire que c'est pas juste les résultats. Tout à fait. C'est aussi le jeu. Je suis d'accord. Je pense que c'est d'ailleurs assez indéniable. Top 5 attaque, top 5 défense, je crois. Donc ça régale à 3 points. Le ballon circule de ouf. T'as battu tous les gros à peu près. T'as battu tout le monde. T'as écrabouillé. Certains. Dès que t'as eu l'occasion d'écrabouiller, t'as écrabouillé en mode rouleau compresseur. Ils ont un net rating assez impressionnant. Le net rating, c'est la différence entre l'offensive rating et le defensive rating pour nos amis les fanas de stats avancées. Ou les novices. Ou les novices qui savent pas ce que c'est que le net rating, effectivement. Le plus beau jeu, adresse à 3 points incroyable, le ballon qui circule, un nombre... Enfin, il y a beaucoup de mecs à 10 points ou plus. La marque est très bien répartie. Même le meilleur scoreur, Donovan Mitchell, il est à quoi? 24, 25 points par match. Et après, t'as Conley, Gobert, Bogdanovic, Clarkson... Ingle, j'imagine aussi. Enfin, t'as au moins 5 ou 6 mecs au-delà de ça qui sont à 10 points ou plus. Donc t'as vraiment le danger vient un peu de partout. Ça défend bien, ça attaque bien. Ils se sont ajustés comme il fallait. Le coach est en feu. Ils ont les deux leaders dans la course au 6e homme de l'année et au coach de l'année. De disrespect envers les autres, mais Jordan Clarkson, c'est à lui de perdre cette course. Il est leader très clair, aveugle. Sur la mi-saison, là, pour l'instant, il est en tête de la course. Clairement. Et Quinn Snyder, pareil, on aime bien Monty Williams et Doc Rivers et d'autres garçons qui font le travail comme Tom Thibodeau. Steve Nash, il y a Tom Tibbs et Monty Williams qui sont quand même dans la course. Thibodeau, Thibodeau, avec ce qu'il fait, c'est pas. Il y en a qui parlent de Tyronn Lue, mais Quinn Snyder est devant. Quinn Snyder est clairement en avant de la course. Oui, aujourd'hui, bien sûr. Donc le Jazz, en fait, on a déjà fait le point. Mais si on voulait faire un petit apéro, c'est parce que la semaine dernière, vous avez été nombreux à voir ça. Médiatiquement, disons que le Jazz a passé une semaine pas top. Ils se sont fait tenser, comme on dit, dans le jargon. Il y a eu du manque de respect, il y a eu, c'est un terme qui a été souvent utilisé, il y a eu différentes histoires sur le terrain comme en dehors, et donc on voulait revenir là-dessus et avoir vos avis, parce que c'est un sujet qui n'est pas purement dans la performance, mais aussi dans l'image qu'on se fait d'une franchise. Le postulat, il est simple. On va refaire la chronologie de ce qui s'est passé, mais c'est rarissime de voir la meilleure équipe de NBA à mi-saison, très claire, numéro 1 au classement et dans tout ce qu'on a dit, qui se fait autant humilier publiquement par une majorité d'observateurs. De mercredi soir à dimanche soir. Revenons sur les faits. Mercredi soir, match contre Philadelphie. Match contre Philadelphie, match très serré, avec le Jazz qui domine la première mi-temps, malgré un très gros Joel Embiid. Puis en deuxième mi-temps, les Sixers qui reviennent complètement dans le match. Tout à fait. Toujours avec un gros Joel Embiid. Mais le Jazz qui est là, qui est positionné avec son collectif, il joue mieux au basket. Les Sixers jouent bien au basket. Le Jazz joue très bien au basket. Donc voilà, et effectivement, sur la fin de match... Il y a des calls, ou plutôt des no-calls, même j'ai envie de dire. Plutôt. Oui. On peut parler des calls aussi. Des reviews de calls un peu bizarres aussi. Des reviews de calls un peu chelous, même pour... franchement, on est poli. C'était un arbitrage de merde. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Voilà. Comme ça arrive dans plein de soirées en NBA. C'est fait voler sur la fin de match, moi je trouve. Oh si. Ils se sont volés des calls. Est-ce que ça aurait complètement changé le résultat du match? On peut en discuter. Mais ils se sont complètement volés des calls. Alors oui, pour moi. Oui, c'était la phrase complète, c'était se faire voler des calls, tout à fait, je suis d'accord. C'était le se faire voler total parce qu'ils ont aussi pas mal tendu le fouet mais pour toujours. se faire. De toute façon, on a déjà eu ce débat sur l'arbitrage ensemble. Bien sûr. Tu peux quasiment jamais dire l'arbitre, à part si t'es fan des Sacramento Kings, tu peux quasiment jamais dire
l'arbitre nous a pris le match. Il y a très souvent une confluence de choses qui font que des mauvais calls s'ajoutent sur un momentum que tu as lâché. Après, Bien parfois, les mauvais calls peuvent te faire lâcher le momentum. On peut Je crée juste l'équilibre par rapport à ça, parce qu'on est d'accord sur le fait qu'ils se sont fait voler des calls. Ah, quand même. Mais je pense que les fans du Jazz, maintenant, qui reviennent sur la soirée de ce mercredi où ils perdent le match, donc en prolongation pour ceux qui l'ont pas, avec un Joel Embiid donc à 40 points, 19 rebonds et 4 contre, gentiment, avec le 3 points pour la prolongation. Il y a aussi un très moyen, voire mauvais match de Jordan Clarkson, un Donovan Mitchell dans le Money Time dont j'ai même pas envie de reparler, parce que tout ce dont on se souvient... Pendant que Tobias Harris et d'autres garçons côté Sixers font le boulot. Dire, attention Tobias Harris. Bien sûr. Ouais, attention Ben Simmons aussi en défense sur Donovan Mitchell. Donc, ils perdent ce match, et en sortie de ce match, on a donc le premier fait important de la semaine, alors que jusque-là, la saison du Jazz, c'est un long fleuve tranquille. Bravo le Jazz, on en parle tous les soirs en disant ils ont battu les Sixers, les Bucks, les Lakers, etc. Et là, on voit Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui sortent médiatiquement hyper vénères et qui disent Donovan Mitchell, bon, moi c'est très clair, j'ai l'impression que ce match, il est à nous et on se l'est fait voler. Et Rudy, en substance, il dit la même chose. Et Rudy ajoute tout à fait plusieurs éléments. On les a pas là sous les yeux, mais de souvenirs. Il parle notamment du fait qu'il a la sensation que le Jazz doit, je cite, jouer encore mieux que très bien, parce qu'ils ont le sentiment d'être un petit marché, et donc d'avoir parfois ce sentiment de ne pas avoir, eux, les mêmes calls que ce que eux voient autour de la ligue. C'est aussi la NBA. C'est aussi un NBA, puis je vais te laisser finir, puis après je reviendrai là-dessus. Vas-y, continue. Dans l'ensemble des déclarations, il y a Rudy qui parle de ça, sur le fait de... Il y a le côté, genre, qu'est-ce qu'on doit faire pour se faire respecter par les arbitres un peu, quoi. Que c'est un sujet qui n'est pas évoqué pour la première fois, et Donovan Mitchell en parle, que c'est pas la première fois que le Jazz tousse un peu, parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils doivent se faire respecter dans une ligue qui est un peu la jungle, avec plein de superstars dans tous les sens. Et donc le Jazz, un peu petit poussé qui essaie de faire sa place, et quelle place là sur le début de saison, a le sentiment que sur ce match, ils se sont fait clairement voler. Donovan Mitchell qui envoie une chaise et qui se fait expulser. Et donc les deux joueurs étaient là au centre de l'attention médiatique. 25 000 $ évidemment d'amende pour les deux. Vu les salaires qu'ils gagnent, ils savaient très bien qu'ils allaient se prendre une amende. Ils avaient un message à faire passer, point barre. Voilà, c'est pas vraiment le sujet de l'amende. Non, je dis juste que pour ceux qui symbolique qu'autre chose. Ceux qui n'ont pas vu l'info, ils ont pris tous les deux 25 000 $ parce que c'est un coup stratégique de je sais que je vais me prendre mon amende, mais j'y vais à fond sur la critique. Voilà, clairement. Vas-y. Je dis ce que j'ai à dire. L'histoire du petit marché où des joueurs un peu moins connus, un peu moins starisés qui se font fumer par les arbitres, elle est limite vieille comme le sport, ou depuis en tout cas qu'il y a beaucoup de médias autour du sport. Bienvenue en NBA. Voilà, rien que cette saison, je ne vais même pas revenir sur les trucs antérieurs, rien que cette saison, tu discutes avec des fans du Heat, ils ont toujours l'impression que Butler est disrespecté dans les calls qu'il obtient. Tu discutes avec des fans des Suns, ils vont t'expliquer que Devin Booker n'obtient pas le tiers des calls qu'il devrait obtenir. Bon, ça c'est vrai, mais c'est autre chose. Tu discutes avec les adversaires de Trae Young qui vont dire c'est le mec le plus insupportable de l'histoire. Il passe sa vie sur la ligne. Parce que si c'était Peyton Pritchard qui ferait la même chose, il n'aurait pas les calls. Oui. Parce que c'est Peyton Pritchard et que c'est pas Trae Young. Pour revenir aux années antérieures, on a beaucoup vu les Raptors être saoulés par l'arbitrage qu'ils avaient en playoff, notamment face à LeBron ou des gars comme ça. On la connaît l'histoire. On rigole toujours, nous, quand on commande des matchs en live, on dit oui, ça c'est un home call, ça c'est un all-star call, ça c'est un Hall of Famer call, putain, ça c'est un rookie call. Enfin, voilà, ça c'est make-up call, compensation, un make-up call. Vous pouvez retrouver toutes les explications sur Trash Talk, il y a un dossier qui a été fait pour expliquer tous les calls. C'est pas nouveau. Sur ce match contre les Sixers pour le Jazz, oui, ça s'est vu. C'est vrai que tu peux pas le nier, t'es devant ton match de basket, t'as des ralentis dans tous les sens, tu dis mais comment ça se fait que Donovan Mitchell n'obtient pas le call là quand même, tu vois, ou comment ça se fait qu'Embiid va sur la ligne alors qu'en fait Rudy il est bien droit comme ça. Je comprends. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé concrètement ce soir-là, tout à fait, où t'as Joel Embiid, t'as Joel Embiid qui loupe un dunk. C'est-à-dire qu'il n'a pas le bon appel et donc il fait littéralement une Tony. C'est-à-dire qu'il loupe tout seul son dunk. Rudy est à côté. Il y a des gars qui sont à côté littéralement les bras levés. Et il y a un arbitre à l'opposé de l'action qui siffle faute parce que ça l'étonnait d'avoir un Joel Embiid qui loupe un dunk. Et donc par perception, par attente qu'il y a un gros tomard, l'arbitre donne deux lancers. Donc les gens s'en foudrage. Je comprends. Et le Jazz a perdu ce match. Il faut aussi savoir, donc Rudy et Donovan Mitchell sont sortis en conférence de presse ultra vénère. Pour moi, c'est quelque chose qu'ils ont raison de faire, même si j'aime pas quand ça chouine. Mais bien sûr. Ça m'énerve. Mais on va pas commencer. Genre, de tout temps, les grands joueurs chouinent. Je veux dire,
ils chouinent tous. Chris Paul, LeBron, Lillard, enfin tu vois, genre ça réclame ses calls, ça chouine en cours de match et après les matchs. Les coachs y mettent aussi leur petit grain de sel. Je veux dire, il n'y a aucune équipe championne qu'on peut citer maintenant qui n'a pas un gueulard. C'est impossible. C'est impossible. Si c'était pas Draymond Green, avant c'était Phil Jackson. Si c'était pas LeBron, c'était un autre mec. Ça a été le Wade aussi par le passé. Ça a été Spoelstra, ça a été Riley. Bien sûr. Mark Cuban. Il y a tout le temps eu un mec qui allait tout à fait et qui disait stop les arbitres. Bah voilà, donc faut relativiser côté Jazz parce que ce n'est qu'une défaite dans une régulière, c'est une défaite à Philadelphie en prolongation face à un Joel Embiid potentiellement MVP dans une régulière où tu domines de ouf. Faut qu'ils remettent la machine en route, mais je ne pense pas que cette défaite en termes de résultats sportifs va changer grand chose au cheminement du Jazz. Voilà. Non, tout à fait. Je pense pas, franchement. Je suis d'accord. Ils avaient un peu de pression parce que c'était un match en international entre la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest. Donc c'est là-dessus qu'il y avait des attentes. Que c'était un dernier match avant le All-Star Break, qu'il y avait. Ah, puis ça fout les boules. Tu penses que tu vas le gagner, puis t'as l'impression de te le faire arracher par l'arbitre. Et puis t'avais des mecs qui étaient les premiers à dire on a eu déjà un premier Jazz Sixers où il n'y avait pas Rudy Gobert versus Joel Embiid, où Joel en a profité lui aussi en après-match pour dire alors au fait apparemment j'ai peur de jouer face au gros pivot. Comme vous pouvez voir, j'avais très très peur de Rudy Gobert. C'est du Joel Embiid dans le texte. Embiid, hein. Et il aime bien faire ça, mais ça les a fatigués parce que notamment Quinn Snyder le dit, ils se sont tellement donné le Jazz cette saison et ça se voit dans le jeu que c'était un petit peu le coup de fatigue juste avant le break. Il est tombé au mauvais moment. Ouais, c'est tombé au mauvais moment, juste avant le break. Il y avait peut-être plus de nervosité, comme tu l'as dit, à cause du contexte et tout. Ça n'enlève rien à la domination actuelle du Jazz sur cette saison régulière. C'est énorme. Et je pense que dès les prochains matchs, ils vont se remettre à jouer. Ça va repartir dans un truc de victoire. Voilà, on va voir. Mais moi, c'est ce que je pense. Et qu'on aura assez vite oublié cet accro de saison régulière. Le Jazz Sixers, dans un mois, on n'en parle plus, c'est sûr et certain. Ensuite, même dans on 2 arrive semaines. à jeudi soir. Ça, c'était mercredi. Tu te dis, bon, ça devrait passer. En plus, il y a tout le week-end, il y a le All-Star Game. Mais avant ça, il y a la draft des All-Stars. Donc là, on est jeudi soir. Team KD, Team LeBron. Team KD, Team LeBron. Rendez-vous sur TNT en antenne nationale. Les joueurs sont sélectionnés les uns après les autres. Certains chez LeBron, certains chez KD. Vous connaissez ça, hein, on l'a fait aussi en apéro. C'est un peu la cour de... Les titulaires d'abord, exactement. Les remplaçants ensuite. Vous connaissez ça, hein, dans la cour de récré. On est toujours en ligne et on se demande qui va être le gardien de foot. Mais ça, on se retrouve. Et là, il reste quelques joueurs, dont notamment Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Domantas Sabonis. C'est à LeBron de choisir, qui dit « J'ai besoin de taille dans ma raquette ». Et qui prend Domantas Sabonis, fine, très bien. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il est grand. Pourquoi pas. Il est grand. Tout à fait. Et en soi, oui, c'est techniquement, il est grand. Ensuite, monsieur Kevin Durant prend du coup, entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, prend Donovan Mitchell. Et c'est donc Rudy Gobert qui est sélectionné en dernier. Et en fait, vient à ce moment-là un double moment encore plus en antenne nationale. Parce que le mercredi, à la limite, t'es sur ESPN. Là, t'es sur TNT. C'est la draft des All-Stars. Ah non, c'est clair. Et Utah, qui a été vachement mis en avant et félicité tout au long de la saison, leurs 2 meilleurs joueurs sont pris en dernier. Et LeBron sort cette phrase, merci Léonce pour le visuel, où il dit « Les gars, il faut qu'on soit sérieux 2 secondes. Quand on a grandi, qui a pris le Utah Jazz dans les jeux vidéo ?» Parce qu'on lui demande pourquoi les joueurs du Jazz sont pris en dernier. Et il fait cette référence-là en disant les gars, même quand Stockton et Malone étaient ouf, étaient hyper forts, qui prenait le Jazz dans les jeux vidéo. Il fait cette pique qui est du bon gros trash talking assez désagréable. En antenne nationale. En antenne nationale, honnêtement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt malvenu de la part de Bronbron, honnêtement. Moi, je suis fan de trash talking, donc j'ai trouvé ça très fort. Mais sur le coup, je trouve ça drôle. Maintenant, vas-y, quoi, Bronbron, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? Même si, quelque part, non seulement il a sûrement pas tort, parce que qui prenait le Jazz en jeu vidéo à l'époque? Je demande. Peut-être des gens, hein, dites-nous dans les commentaires. Parlez-nous de votre problème. Parlez-nous de votre enfance. Voilà, mais donc, t'as ça. Et deuxièmement, d'un point de vue intrinsèque pur, quand tu descends les joueurs, ça se discute. Je te dis pas que Donovan Mitchell et Rudy Gobert doivent forcément être les 2 derniers joueurs pris, hein, je le pense même pas forcément. Mais juste sur les arrières, parmi les remplaçants, Lillard, Chris Paul, qui a d'autres en remplaçant sur les arrières? James Harden, Zach LaVine. Voilà, que Donovan Mitchell soit parmi les arrières le dernier qui soit pris,
Moi, je suis désolé, mais je trouve pas ça choquant du tout. Et que Rudy soit le dernier parmi les intérieurs qui soit pris, on peut discuter hein, du taf de Rudy, de son niveau de jeu qui est absolument hallucinant. Moi, perso, cette saison... c'est le deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA. L'autre jour, il y avait des gens sous l'article de Trash Talk sur la course au défenseur de l'année qui disent oui, non mais Rudy Gobert, il a pris la pile face à des gros pivots. Oui, enfin, il est quand même dans la course au défenseur de l'année, genre sans problème en fait, puisque il est le patron défensif de l'une des meilleures défenses de la ligue et il est l'un des meilleurs contreurs et l'un des meilleurs rebondeurs. Bien sûr. Et même j'ajoute j'ajoute juste sur ce que tu dis. Ben Simmons fera un autre sport, ce sera le leader de la course au défenseur de l'année. Et les gens qui fait du basket. Bien sûr. Et qu'il est très très chiant tout à fait, mais que des gens chez Donovan Mitchell d'ailleurs que des gens mettent Rudy Gobert en leader de la course au défenseur de l'année pour aller dans ton sens, c'est totalement normal, il est monstrueux. Mais dans une sélection All-Star Game où il y a Vucevic, où il y a Domantas Sabonis, on était chez les Forwards, donc t'as Julius Randle, il y a Paul George, Julius Randle. Pourquoi Rudy Gobert devrait forcément être pris avant en fait? Donc moi je te dis, c'est pour ça que je trouve que LeBron, je sais pas trop kiffer, moi, franchement, ce qu'il a dit, je trouve ça un peu genre... C'est vraiment du tacle pour du tacle, je trouve pas ça forcément hyper... bon, ça fait rire un peu, mais moi, je comprends que ça énerve côté Jazz. Mais par contre, je suis pas du tout choqué que Donovan Mitchell et Rudy Gobert aient été pris les derniers. C'est ce que je te sortais comme analogie sur le fait que si tu mettais tous ces mecs sur une ligne... Pareil, je pense que c'est des mecs qui peuvent être pris en dernier. James Harden, il aurait été pris en dernier, on aurait fait what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Donovan Mitchell en soi est avec les gars, tu vois. Donovan Mitchell est plutôt dans cette lignée en effet de meilleur joueur de sa meilleure équipe sélectionnée. C'est ce qui fait que d'ailleurs quand on a fait une vidéo sur le classement du MVP, on l'a mis sur le visuel et on l'a mentionné, mais on l'a mentionné en 7/8e. Mais oui. On ne l'a pas mentionné en premier parce qu'on s'est dit bon, le Jazz collectivement fait le travail, mais est-ce que Donovan Mitchell évolue à un niveau de MVP? Non. Syndrome Spurs. C'est ce qu'on a vécu pendant des années avec les Spurs, exactement. Spurs. Où t'avais Duncan, où t'avais Manu, où t'avais Tony qui sont respectés, mais qui n'avaient pas forcément. Je pense pas que Tony aurait été pris en premier s'il y avait la sélection des joueurs par les capitaines. Je crois pas que face à Chris Paul et face à Stephen Curry et compagnie, il aurait été pris en premier. Ouais. Parce que ça aurait été des sélections normales. Moi, je t'avoue que là où ça me dérange pas sur les déclarations de LeBron, c'est que j'aime bien. Encore ça attaque un petit peu, qu'en plus ça va nous préparer à la deuxième partie de saison qui va être très sympathique si on a des playoffs. Ça c'est drôle. Ça j'aime beaucoup quand il y a du sel. Donnez-nous un Jazz Lakers en playoff. Quand on a ça, évidemment moi je suis toujours pour. Là où ça m'étonne un peu plus, c'est qu'il y a souvent mis en avant par les joueurs le côté brotherhood et fraternité de la NBA, où généralement ça se soutient. C'est assez rare de voir d'autres joueurs aller à d'autres. Ça veut pas dire que LeBron a manqué de respect publiquement à et Donovan Mitchell et Rudy Gobert en tant que joueur, mais c'était plutôt s'attaquer un peu à une franchise en antenne nationale. Je crois que là-dessus, l'espèce de rigolade qu'il y a eu avec Charles Barkley, Shaq, Dwayne Wade qui était présent aussi, KD et LeBron. Vernon Maxwell. Bon, après Maxwell, c'est historique. Mais il est drôle, quoi. Ah bah oui, ceux qui ne suivent pas évidemment Vernon Maxwell sur Twitter, allez-y. Si t'es pas fan du jazz, franchement, il est drôle. Bah oui, allez-y. Si vous aimez bien le jazz, par contre, évitez d'aller voir Vernon Maxwell sur Twitter. Mais il y a cette pique publique de LeBron, évidemment en antenne nationale qui fait mal, et donc en l'espace déjà de 24 heures, beaucoup de gens commencent à se foutre de la gueule du Jazz. Ça fait beaucoup. Parce qu'en plus le patron LeBron, s'il dit j'aime les yaourts à la fraise, il y a beaucoup de gens qui vont dire j'aime les yaourts à la fraise. Possiblement. S'il dit le Jazz lol qu'il les prend en jeu vidéo, tu peux être sûr que ce running gag pendant longtemps, il y a des gens qui vont partir là-dessus. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a un petit côté tabassage médiatique là autour du Jazz, qui malgré sa position de premier de la ligue, ne semble pas obtenir le respect qui serait dû à un premier de la ligue. C'est ça. Je veux dire, depuis 2 saisons, on a eu Milwaukee qui a bien écrabouillé la régulière façon Jazz un peu cette année. Tu vois, genre grosse défense, grosse attaque, gros différence, gros net rating. C'est un peu différent comme configuration dans le sens où tu avais quand même un Giannis Antetokounmpo qui était le clair MVP. Là, on peut pas dire qu'il y a un clair MVP de la saison régulière en tant que joueur au Jazz. Un peu différent, tu vois, mais quand même équipe très collective et tout. Je pense que les Bucks avaient plus de respect que le Jazz n'en a aujourd'hui. C'est la sensation que j'ai, moi, dans leur saison victorieuse, les 2 dernières. Quoi. Bien sûr, je suis d'accord. Après, tout à fait. Après, c'est ce qui va nous mener à la deuxième partie de saison, et on va voir, c'est qu'évidemment, Milwaukee a eu l'occasion de faire une finale de conférence, et on attend de voir si Utah peut faire ça. Et puis d'écraser jusqu'à la fin aussi. Et écraser jusqu'à la fin, exactement. Maintenant, pour finir un peu sur cette semaine, ce qui s'est passé, c'est évidemment 24 heures de pause, où là, il y a plein de gens qui ont rigolé de ça, et le samedi,
annonce, parce qu'on avait déjà Anthony Davis qui était blessé, qui a été remplacé par Devin Booker, et puis malheureusement, il n'y avait pas de All-Star des Suns, il n'y en avait qu'un seul. On a eu Devin Booker qui s'est blessé au genou et a surveillé d'ailleurs cette petite blessure parce que ça n'a pas l'air non plus anodin. J'espère que ça va faire. Ouais, et là on avait donc un remplacement qui devait avoir lieu. On apprend que Devin Booker ne pourra pas jouer et que c'est donc Mike Conley qui est envoyé choix de Adam Silver. Tout à fait. Très certainement aussi avec plein d'éléments. Tout seul dans son coin. Évidemment, avec plein d'éléments à prendre en considération qui sont 1. L'humiliation qu'on venait de voir. 2. Quinn Snyder, coach de cette équipe KD de LeBron de l'Ouest. Et donc, allez, on va donner un peu un espèce de cadeau au Jazz. Ça veut pas dire qu'il ne démérite pas parce que Mike Conley fait une grosse saison. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens pour la troisième fois en 4 jours qui ont dit mais putain, DeMar DeRozan, mais bordel, Shai Gilgeous, mais bordel, ceci et ceci et cela. Effectivement, ça a été pas mal critiqué le choix de Mike Conley. Alors, ça faisait beaucoup, quoi. Plusieurs aspects. Déjà, au niveau statistique pur, effectivement, il y avait des joueurs qui avaient quand même des bien plus grosses lignes de stats que Mike Conley. Le fait aussi d'avoir 3 All-Stars, du coup, au Jazz. Hein, la seule autre équipe qui a 3 All-Stars cette année, c'est les Nets. Bon, il y a Kyrie Irving, c'est 3 superstars, quoi. Hein. Genre, il y a Kyrie Irving plus 2 anciens MVP. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, et les 3 peuvent être dans la course au MVP, on serait là genre oui, ouais, ok. Voilà. Donc, c'est quand même un contexte un petit peu différent que Mike Conley. Il faut quand même pas exagérer. J'ai énormément de respect pour Mike Conley, mais il n'est pas dans la cour de Kyrie Irving, James Harden ou Kevin Durant. Non. Désolé. Donc ça aussi, ça a pas mal énervé. Et effectivement, après, il y avait le côté d'autres candidats, donc DeMar DeRozan, notamment, principalement pour moi. Hein. Pour moi, principalement, DeMar DeRozan. Pour tout le monde. Shai Gilgeous, De'Aaron Fox, j'entends le délire et tout, mais gagnons des matchs et reparlons-en. 0 représentant des Spurs alors qu'ils sont top 6 de l'Ouest avec un DeRozan qui est très très fort cette saison, c'était dérangeant. Ah, quand même. C'était dérangeant. Donc, et il l'a tweeté d'ailleurs là-dessus, excuse-moi, il a tweeté DeRozan, ouais, grave. Il a dit faut arrêter avec ce bullshit, quoi. Enfin, Et c'était pas contre Mike Conley, on est d'accord, c'est un garçon qui fait une belle carrière, qui fait une belle saison, qui est déterminant dans la réussite du Jazz. Et d'ailleurs, à propos de sa carrière, j'ai vu beaucoup genre oui, mais on récompense sa carrière. Alors qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc maintenant, les sélections All-Star Games, ça récompense des carrières, ça. Non, moi ça me gaffe. Moi je suis pas d'accord. On récompense des saisons. Personnellement, tu vois, je te le dis, j'aurais pas pris Mike Conley, moi. Mais alors là, never. Mais on est nombreux. Never, j'aurais pris Mike Conley. Par contre, je dis pas que sur sa carrière, il mérite pas une sélection All-Star, mais trouvons des trucs d'honneur ou je sais pas quoi, je m'en fous. Juste là, on est sur la saison 2020-21. Non, il y avait DeRozan déjà, clairement, devant lui. On est nombreux, on est une majorité à avoir plutôt choisi de mettre DeMar DeRozan plutôt que 2 All-Star au Jazz, c'est Conley. bien. Et de All-Star au Jazz, c'était très bien, surtout s'ils sont choisis en dernier. Ça aurait été quoi? Ça aurait Mike Conley, du coup, s'il avait été là au début, tu vois, il aurait peut-être été choisi. Peut-être que c'était les 3 derniers, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que certains ont mentionné le fait que DeRozan était un forward par rapport à Devin Booker qui est un guard, donc ils ont pris ça aussi en considération. Mais non, parce qu'il remplace Anthony Davis, Booker, donc ça marche pas ce raisonnement-là. C'est exactement ce que j'ai mentionné notamment dans le Alley Café pour ceux qui ont vécu le All-Star Game en direct. Ouais. C'était le fait que DeRozan normalement il pouvait prendre parce que je sais qu'il y en a qui vont réagir à ça en disant mais c'était un guard, tu vois. Mais par contre, c'est clair que par rapport à ce côté carrière félicité. Je suis aussi plutôt du genre à dire c'est l'argument qui m'a le plus saoulé, ça. Moi aussi, mais il faut aussi voir ce qui s'est passé dernièrement et qui est à suivre du côté de la NBA où chaque saison est différente, mais on a eu Wade et Dirk qui ont été invités d'honneur. Ça n'a rien à voir. Je donne juste. Vas-y. L'année dernière, on a eu Wade et Dirk qui ont été ajoutés. Normalement, lorsqu'on suit les critères habituels du All-Star, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, alors qu'on sait, c'est des joueurs qui vont prendre la retraite, donc on leur rend hommage. Je ne fais pas le comparo, je dis juste que ça ne m'étonnerait pas, qu'il y ait une tendance de la part de la NBA à se dire, lorsqu'on a des situations un petit peu exceptionnelles, utilisons un petit peu de notre cœur, de voir quelles sont les grosses carrières, et si on peut joindre un peu les deux bouts, c'est-à-dire s'assurer que le Jazz ne se fait pas trop non plus disrespect, qu'il y a un joueur qui a fait une grosse carrière et qui a toujours été en plus un citoyen modèle, Mike Conley, avec des récompenses dans tous les sens en termes de coéquipiers, et que du coup il y a des fans qui s'y retrouvent, très bien, on va se permettre. C'est-à-dire que s'ils font juste du saison par saison, tu prends DeRozan devant Mike Conley, period. Il n'y a même pas de débat. Je veux dire, j'adore Mike Conley, mais il y a même des gens qui ont dit Mike Conley ou Jordan Clarkson. Tu vois, rien que déjà au Jazz. Et le débat, il pourrait avoir lieu. Ouais, peut-être pas quand même, mais disons. Il y a des gens qui ont vu le débat, si tu veux. Mais la NBA a eu ces actions-là ces derniers temps. Je suis pas d'accord. Je suis plutôt en saison par saison. Je mets juste en avant que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ça
aussi de la part de Et pour l'administration Silver. récompenser des vieilles gloires en mode tiens, voilà une dernière sélection de Stargame, je comprends le délire. Mais là, Mike Conley, je vois pas, l'argument pour moi ne marche pas. Ils avaient besoin d'un shooter à 3 points pour remplacer aussi Booker au concours. Et il a fait un gros concours, Mike Conley. Bon, DeRozan, il peut faire un concours à 3 points. C'est vraiment que ça, c'est vraiment qu'une histoire de concours. Hein. Je te donne juste les éléments, c'est ce qui a été mentionné, parce que Mike Conley, il a la double casquette quand il vient au week-end. Il a celle de All-Star et aussi de participer au concours à 3 points. Je sais pas, t'envoies Rudy Gobert aux 3 points. Franchement, on s'en fout. Ou Domantas. Ou Vucevic, très bien, Vucevic. Tu vois, genre, non. J'entends, je comprends, je dis pas que c'est faux, hein, je dis juste où on est, quoi. Où on est, quoi. Ce qui est sûr, c'est que sur la semaine, le Jazz a pris très cher, et donc forcément, il y a ce côté, comme tu en parlais, de tabassage médiatique, et donc c'est... Moi, ce qui m'a le plus dérangé, en fait, si tu veux, c'est pas forcément la décade de LeBron, c'est du trash-talking, il y en a. Il y en a. Aujourd'hui, on rigole de chaque qui dit les Sacramento Queens. Je veux dire, on en a rigolé pendant combien de temps? Je vois, même toi, ça te fait marrer, et on en rigole encore. Alors que maintenant, il est actionnaire des Kings. Bref, des Kings. On a rigolé de ça, il y a déjà des manques de respect des joueurs qui après doivent assumer en play-off, on a vu ce que ça donnait, merci Dick Bavetta, etc. Donc ça me dérange pas. Moi, ce qui m'a dérangé plus, en fait, c'est que voir un leader de la NBA se faire autant tabasser, quand on s'occupe des Kings, ou des Knicks, ou que vous nous voyez à chaque fois sur l'apéro à dire quand est-ce que, enfin un apéro positif sur les Knicks, ou sur machin, etc. Il y a des défaites, donc vous nous tendez le bâton, en fait, parce qu'il y a un historique. Là, de voir une équipe aussi propre, leader incontestable et qui a autant assuré avec du beau jeu et qui se fasse rouler dans la boue comme ça, moi, ça m'a dérangé parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'image du Jazz? Ça revient à ce que disait Rudy, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, quoi, pour être respecté, entre guillemets, quoi. Faut jouer mieux que mieux, faut être meilleur que meilleur, tu vois. Bien sûr, c'est là que, par rapport au point que tu mentionnais à l'instant, je pense que la différence des Bucks, qui au moins ont fait une finale de conférence et qui n'étaient pas si loin que ça non plus de faire des grosses dingueries, je pense que le stéréotype qui est un peu collé à la peau du Jazz, c'est que, ok, sympa le Jazz, mais le Jazz, bonne saison régulière, on arrive en play-off, merci, au revoir. Voilà, la saison régulière, elle est quand même bien meilleure que les précédentes, quoi, donc faudra voir. Tout à fait, mais sur l'image qu'ils ont jusqu'ici. Non, mais oui, t'as raison, c'est vrai que... Déjà, il y a le côté, c'est un peu le lot des petits marchés aussi, de se faire un petit peu plus rouler dans la boue, Normal. Et un peu moins percer médiatiquement que les autres. Je veux dire, je pense que si t'es fan des Blazers et que tu vois comment Damian Lillard est regardé à travers la ligue, et qu'on lui met Luka Doncic titulaire devant lui au All-Star Game, et que... Enfin, je veux dire... Non? Mais bien sûr. Ou que ESPN dit mais où va aller Yanis au lieu de dire jamais est-ce qu'il peut rester à Milwaukee? Bien sûr, les petits marchés, c'est on est déjà en train de se demander où est-ce que va aller Ja Morant. Je me permets, c'est pas contre les fans de Memphis, c'est que ça va venir. Avec Zion, va-t-il quitter New Orleans? C'est tout le temps comme ça. Il va aller où? Boston? Los Angeles? New York? Ouais. Non, voilà. Donc non, ça c'est malheureusement pour le Jazz, ça médiatiquement, tu sais que ça va être dur à retourner. Attention. Ensuite, pour ce qui est des résultats, comme tu dis, ouais, c'est vrai que là, le Jazz, ça fait 2-3 années de play-off où je dis pas que c'est pas bien, je dis juste ils sont en train de faire une énorme régulière. Imagine, tu vois, ça continue un peu sur ce rythme-là, genre bien vénère. Là, numéro 1 de la Ligue. Et ça finit numéro 1 de la Ligue en 52-20 ou 54-18, tu vois, un truc bien lourd, bien vénère. Ouais, ça, 54-18, ça ferait vraiment le double, exactement. Mais que derrière, en demi de conf, par exemple, Clippers, 4-1, merci, au revoir le Jazz. Ou même 4-3. Ou 4-3 même. Après, il faut voir les circonstances des 4-3. Si tu te fais sortir en étant numéro 1 de la NBA... Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va faire voilà. Je les prendrai pas sur Touquet, quoi. Ouais, je les prendrai pas sur Touquet, et puis est-ce que DeMar DeRozan, il aurait pas dû être All-Star à place de McConnell? Bien sûr. C'est en écho à ce que tu disais, c'est leur dernière saison, c'est-à-dire qu'on a... Leur dernière saison. Tu parlais du fait que on voyait sur leur dernière saison et que c'était un peu genre, sympa en régulier, mais on les attend en play-off. Il y a 3 ans, il y a la fameuse saison... qui doit être totalement nostalgique du côté du Jazz, qui est la saison rookie de Donovan Mitchell. Ça sort le Thunder au premier tour. Oui, ça passe un tour de play-off. Ricky en feu, Rudy, Joe Ingles qui rentre dans la tête de Paul George, la naissance de Playoff P, enfin vraiment les premiers surnoms qui sont sortis, le trio Carmelo, Paul George, Westbrook à OKC, et donc ils passent un tour. Ils se font sortir après par les Warriors en demi. C'est comme ça. Ça arrive à des gens. Les Warriors de 2018, du coup, ça arrive à des gens. Ça arrive à beaucoup de gens. 2010, ouais, c'est ça. C'est 2018.
Ça, c'est sûr. C'est ça. Ensuite, il y a 2019. Ils ont eu 2019. Houston. Ils ont eu 2 saisons de suite. 2018, c'est Houston. Ouais, j'ai l'impression que c'est en fait ils font Donovan Mitchell et après ils se prennent 2 saisons de suite, ils se prennent les Rockets au premier tour. Soit au premier, soit au deuxième tour. Parce qu'ils se les prennent. Vas-y, je te laisse regarder. Allez. Mais j'ai un souvenir en fait de Houston avec notamment Harden qui font le taf contre Utah où tu te dis putain les mecs, ça y est, ils ont exécuté juste tout simplement avec James Harden et Mike D'Antoni et donc ça s'est passé. Et il y a cette série contre Denver où ils mènent 3-1, mais avant d'y venir, je te laisse confirmer. 2018, non, il n'y a jamais les Warriors. 2018, après le Thunder, c'est déjà Houston 4-1. L'année suivante, en 2019, c'est Houston 4-1 au premier tour. Oui, mais alors la précédente, il y a bien un 2017 Warriors. alors, Il y a ouais, c'est 2017. C'est Warriors Jazz en demi, je dirais. En demi, tout à fait, 4-0. C'est ça. Bon, après, les Warriors de 2017. Mais c'est les Warriors de 2017, stop, get the fuck out. C'est la meilleure équipe. Bien sûr. Allez. De l'histoire des playoffs. Voilà. Mais donc tu as les Rockets où ils vont 2 fois en playoff et ils se font sortir, où on voit Eric Gordon qui est en défense sur Donovan Mitchell, où on dit le Jazz essaye d'apprendre comment ça se passe, Donovan Mitchell est un petit peu jeune, et là on arrive à la bulle où on avait des histoires sur lesquelles on ne reviendra pas d'évidemment de suspension de la saison NBA, où on a un Jazz qui est prêt, qui mène 3-1 dans sa série et qui perd un 3-1 lead face aux Nuggets. Donc, je pense que c'est aussi cet historique récent qui fait que le Jazz ne peut pas se faire... Là, ils reviennent avec la même équipe et ils dominent de ouf avec la même équipe que la bulle. T'es d'accord? C'est la même équipe. Enfin, je veux dire... Il y a Derek Favors qui fait son arrivée voilà, quand même. Ok, tout à fait. Il est bon, mais enfin, je veux dire, la base, quoi. Et Mike Conley a signé, je crois, en octobre dernier. Ouais. Parce qu'il y en a, il était pas là. Dans la bulle, ça allait un peu mieux. Ouais. Mais la même équipe défonce la régulière, mais donc, du coup, on est là en train de se dire, bon, super... Très beau niveau de jeu. Bogdanovic aussi qui était allez-y, envoyez et tout machin. Maintenant, on sait très bien que ce Jazz-là, pour se faire respecter, va devoir casser des bouches en play-off. Vous savez, parce que là... T'as pas le choix. Bien sûr, parce que là même, tu sortais le scénario d'un 54-18 là. Là, ils sont à 27-9 là. 27-9, ça veut dire qu'en soi... Ils pourraient être en 63-9. Imagine, ils remportent leurs 35 prochains matchs. Nous, on va se dire, waouh, extraordinaire, mais on va dire... Enfin, même s'ils faisaient un perfect, on dirait, on vous attend en playoff, tu vois. Ouais. Donc, il faut que Utah aussi fasse des résultats sur les prochains playoffs, parce que là, par contre, et c'est là-dessus, je t'avoue que je suis un peu à la fois excité et sceptique pour les playoffs à venir, c'est que j'ai rarement vu un aussi gros kit ou double pour une franchise, en fait. C'est-à-dire que si là, ils arrivent, ils font une saison incroyable, avec tous les antécédents, et qu'ils font une dinguerie, finale de conf, ou finale NBA, ou titre... C'est quoi? On sait pas. Si ça se trouve, ils jouent comme des dingues, ils nous font une Spurs 2014, il n'y a rien à faire. S'ils font ça, magnifique. Je pense que tu peux effacer toutes les années de disrespect qu'il y a eu sur les années précédentes. Tu croises la route de LeBron, qui est arrivé à la télé et qui a dit « Fiston, va dormir. Je t'ai dit d'aller dormir. » Il te revoit 4 mois plus tard et il te dit « Je t'ai dit d'aller dormir. » Ouais, et tu vas dormir, attention, c'est la merde là. Là, c'est chaud. Et il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que le Jazz va arriver avec le couteau entre les dents en play-off, on le sait. Que, comme tu le disais, quoi, qu'ils gagnent tous leurs matchs de régulière encore ou pas, ou quoi. Ils ont des choses à prouver, ils ont faim, il y a de la maturité dans cette équipe, il y a des joueurs d'expérience. J'ai Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Mike Conley, tout ça, Bogdanovic et compagnie, Ingles, ça joue pas pour les demi-finales de conf. Non, ça joue la gagne. Et il le dit, et Rudy a bien raison de le dire, ils le disent, raison. Ils veulent jouer le titre, et c'est normal quand tu les vois jouer au basket. Le problème qu'ils ont, c'est qu'à l'Ouest, il va y avoir des clients, là on parle de LeBron et des Lakers, bien sûr, mais tu crois que les Clippers, ils n'ont pas aussi des revanches à prendre, aussi des comptes à régler? Et les Nuggets, ils ont leur mot à dire. Et si tu croises Damien Lillard avec un CJ McCollum en forme et un Nurkic dans la raquette, comment elle se passe la série en fait, tu vois? Donc Luka est monté en température, que c'est le clair meilleur joueur de la série, qu'on est là genre ah bien sûr. Bah on a vu Luka contre les Clippers, hein. C'est pas la même équipe, mais bon. C'est pas pareil. C'est clair. Mais donc il est là le vrai danger de tout ça pour le Jazz, il est là, c'est qu'en fait tu veux être admis dans la cour des grands et tu veux être respecté parmi les grands, bah il va falloir avoir des résultats de grands. En play-off. Non mais bah oui, c'est ça les résultats de grands, c'est les résultats en play-off. En play-off complètement. Évidemment. Complètement. J'ai le sentiment qu'ils ont le groupe pour. Ah ouais. C'est-à-dire que non mais tu vois, on met souvent l'accent sur équipe tendue à jouer en play-off. Bien sûr. On met souvent l'accent sur Rudy et Donovan parce que c'est les All-Stars, c'est les têtes d'affiche, etc. Ingles, mais
Conley, Bogdanovic. Derek Favors, Bogdanovic, Quinn Snyder, c'est des mecs, ils savent. Clarkson, il peut te faire un peu des belles perfs comme ça aussi en playoff. Ils ont des vétérans Ouais. pour leur permettre d'être calmes cette fois s'il y a une galère. Donc je suis plutôt confiant pour le Jazz. J'ai l'impression qu'ils sont capables de faire ce qu'on avait dit pendant les previews, c'est-à-dire qu'on a eu la saison dingue en playoff. On a eu l'aventure dingue des Blazers en playoff il y a 2 ans. On a eu la session dingue des playoffs des Nuggets. Dans cette même division, on attend que ce soit autour du Jazz. Désolé les Thunder et les Wolves, je pense que ce sera pas pour cette saison. Les Wolves, tu crois pas? Je crois pas, mais ce sera à voir. Mais je le souhaite, en tout cas, de tout cœur au Jazz, parce que pour revenir sur ce qui pour moi est vraiment le plus important et qui va démarrer donc dès les prochains jours avec la reprise de la saison, c'est ce que J.J. Redick a dit dans son podcast, et je sais plus dans quel apéro on l'avait déjà mentionné, mais que J.J. Redick, qui est quand même un NBA depuis un paquet de temps, lui, on payait encore en francs, qui était déjà là, il a dit il n'a jamais eu un tel sentiment depuis la domination des Spurs 2014 en termes de jeu basket collectif pur. En termes de beauté de jeu, de ce qui se passe. Vous aimez le basket, regardez le Jazz cette saison. Si vous ne le faites pas, c'est un manque de respect à un sport que vous kiffez. Pour moi, je peux pas être plus clair là-dessus. Ils sont juste trop forts. Ils sont trop forts, le ballon circule bien, ils défendent bien, ils attaquent bien, les shoots rentrent, tout va bien. Je pense aussi que ça peut les aider aussi, ce genre de passage difficile médiatiquement. C'est-à-dire que ça va les tester. Ouais. Ça va souder le groupe. Normalement, ça doit souder le groupe. Ils doivent se dire « Oh, les gars, fait chier, quoi !» Ah bah là, si t'as pas le couteau entre les dents à la reprise... Voilà, donc ça peut aussi leur mettre une petite pression en mode... Ça leur évite de se dire « Ok, tout roule. » Tu vois, genre non, on est attendu de ouf. Ah bah là, t'as eu ça un rappel. Ça peut les aider dans ce sens-là. Ah là, clairement, je suis d'accord. T'as eu un rappel de... En fait, vous êtes bon qu'à la loterie, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Pardon. Donc on va voir comment ça va évoluer. Évidemment. Si vous êtes fan du Jazz, bon courage. Vraiment, parce qu'évidemment, il y a eu des derniers jours qui ont été compliqués, que voilà, c'est la loi du trash talking, parfois ça se cherche un peu sur les réseaux, mais qu'il faut pas prendre ça personnellement, il faut surtout soutenir son équipe là sur les prochains jours, parce qu'il y aura des grosses affiches, et qu'on attend Utah sur la continuité. Utah qui d'ailleurs a un calendrier assez facile sur la deuxième partie de saison, selon les plusieurs calculs, donc oui. Il y a moyen qu'ils aillent faire du sale. Faut voir, Tout à fait. Faut faire gaffe, il y a des blessures, la saison est encore longue, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc, plein de paramètres, je pense que c'est une équipe qui joue tellement bien là en ce moment qu'elle va prendre les matchs les uns après les autres et essayer de les gagner. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait sur la première partie de saison, à mon avis, il faut rien changer à ça. Pareil, et donc on les attend en premier de l'Ouest. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. LeBron, évidemment, on attend en play-off s'il peut y avoir une confrontation entre Lakers et Jazz, parce que ce serait un magnifique moment pour régler des comptes d'une franchise à une autre. En plus, Lakers Jazz, je crois qu'il y a 2-3 antécédents. Ah, je crois aussi, ouais. Et on vous fait plein de bisous, et à très vite pour un prochain apéro sur Trash Talk. Ciao, ciao. Ciao.